La réévaluation à la hausse du déficit de la France et la lourde dette de notre pays font craindre une baisse de notre appréciation par les agences de notation. Les économies annoncées par le gouvernement vont-elles suffire ou, au contraire, altérer notre croissance? Nous en parlons avec Gérard-Marie Henry, professeur d'économie. Gérard, aujourd'hui, sur tous les titres de la presse, on a déficit, dette de l'État français, évidemment, tout ça dans le mauvais sens. Et je propose ce matin un peu de crypter tout ça, de voir quelle est la trajectoire de ce déficit et de cette dette. On entend bien le gouvernement qui voudrait réduire le déficit, en tous les cas en pourcentage du PIB, qui voudrait aussi réduire la dette. Est-ce que c'est possible? C'est un peu toutes les questions que je vais vous poser ce matin. Je propose de commencer par le déficit, parce que là, ça fait quand même beaucoup de bruit, cette sous-estimation lors de la préparation du budget 2024. Et puis, d'un seul coup, début avril, on découvre que le déficit 2023 est de 5,5%. C'est pas du tout ce qui avait été prévu. Cette hausse est plus de 15 milliards d'euros en plus en termes de déficit. Ça fait un peu peur. Ma question ce matin, c'est est-ce qu'on va réellement réussir un jour à résorber ce déficit, dans tous les cas, le ramener à 3% comme le souhaitaient les critères de Maastricht? Bon, alors, est-ce que l'objectif de 3% est un objectif intéressant? J'en doute un peu. C'est en fait un objectif comme ça parmi d'autres. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que cette trajectoire qu'on a, en fait, depuis la présidence de M. Macron et même la présidence de M. Hollande, on a un dérapage continu de la dette publique française et on a une augmentation moyenne, en dehors du Covid, etc., du déficit annuel. Donc là, c'est pas très surprenant ce qui vient de se passer. On avait des prévisions qui étaient basées sur un taux de croissance qu'on n'a pas atteint. On avait des perspectives de récupération de TVA, etc., qui n'ont pas été obtenues. Et donc, on a un petit écart entre ce qui avait été prévu, les 150 milliards de déficit. Petit écart. 150 milliards, 15 milliards d'euros en plus, c'est 150 pas un petit milliards écart. de déficit. Et là, on est autour de 160. 160, 165, on va voir. Mais il faut revenir en arrière, il faut se demander, est-ce que ces 150 ou 160 milliards d'euros à trouver, est-ce que c'est difficile pour l'agence France Trésor? Est-ce qu'elle a du mal à trouver des investisseurs qui, tous les mois, lui prêtent à peu près 15 milliards d'euros? Je vous propose qu'on en parle un petit peu après sur la dette, qu'on reste déjà sur ce déficit, parce que quelque part, ce qui fait peur aux Français, c'est que, vous l'avez dit vous-même, donc il y a un dérapage, du déficit, et on est quand même, surtout la France, qui dérape en termes de déficit. On voit bien que les autres pays n'ont pas, en tous les cas, une telle aggravation de leur déficit. Donc le déficit, c'est bien la différence entre des recettes et des dépenses, donc des recettes qui sont insuffisantes pour combler les dépenses. C'est pas nouveau, c'est depuis 1974. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on a des dépenses qui n'en finissent pas d'augmenter. On voit bien que la dépense publique en France est quand même colossale. Et d'ailleurs, si on la raisonne en pourcentage du PIB, je crois qu'on est à peu près champion du monde. On est champion du monde. On est à plus de 50% de prélèvement. Ma question, c'est ça, c'est comment on peut se sortir de cette spirale? Les changements, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est des changements structurels. On a un système social qui coûte très cher, on a un système de fonction publique qui coûte très cher, et tant qu'on ne mettra pas un petit peu des freins à cette dérive de la fonction publique territoriale, à cette dérive de je vais dépenser parce que je distribue de l'argent aux gens qui en ont besoin, soi-disant, on va continuer à être sur une trajectoire de dépenses publiques qui n'est pas soutenable sur le très long terme. Mais encore une fois, sur le très long terme. C'est-à-dire que chaque président peut se dire, bon, j'avais promis en début de mandat que je ferais des efforts, puis dans le fond, ces efforts vont me coûter politiquement très cher en termes de vote, et donc moi, je les renvoie à mon successeur, parce que la situation, encore une fois, n'est pas aussi grave que certains le décrivent. Donc ça veut dire ce que raconte Bruno Le Maire, donc là, les 10 milliards de gel de dépenses, peut-être même 20 milliards maintenant, oui. enfin voilà, qui sont passés d'ailleurs par une loi de finances rectificative. Donc c'est bizarre. On se rend bien compte que tout ça, on entourloupe un peu les Français quand même. Oui. En fait, à mon avis, mais c'est un avis peut-être pas très autorisé, je vois ça comme une préparation de la campagne des présidentielles de 2027, où certains ont besoin de montrer à l'opinion publique, alors qu'ils ne l'ont pas fait précédemment, qui sont des gardiens de la stabilité budgétaire. Je pense à Le Maire, il est ministre de l'économie depuis pas mal de temps et les choses ont dérapé sous son contrôle. Clairement. Et maintenant, il annonce qu'il va faire des économies. Donc moi, je vois ça plutôt comme une préparation des élections présidentielles de 2027 où il faut se montrer comme toujours. Ce qu'avait fait Macron en 2017, il avait proposé de réduire le nombre de fonctionnaires, de diminuer de 10 milliards le déficit budgétaire, etc. Après, il n'a pas fait.
Alors on peut dire il y a eu le Covid, etc., mais même avant, il ne l'a pas fait. Parce qu'encore une fois, les changements structurels, politiques qu'il aurait dû faire pour atteindre ses objectifs étaient pas payants électoralement. Alors, on a parlé des dépenses, donc parlons des recettes. On voit bien là aussi, les recettes, c'est difficile de les augmenter, puisqu'on a un On est taux au de prélèvement taquet. obligatoire qui est aussi un des plus élevés du monde. Alors, certes, on a aussi tout un tas d'avantages qu'on n'a pas dans d'autres pays du monde, il faut le rappeler. Mais est-ce que finalement, il ne faudra quand même pas augmenter les impôts? Non, non, il ne faut jamais augmenter les impôts. Il faut toujours trouver des moyens de réduire, d'améliorer l'efficacité de la dépense publique, d'améliorer la productivité des fonctionnaires, de faire des choses qui sont faisables si on regarde les exemples étrangers. On peut regarder des pays qui sont pas trop mal lotis, comme la Suède, le Danemark, le Canada, ont réussi à modifier le poids de la fonction publique en proposant aux fonctionnaires de partir avec un chèque, en transformant des emplois protégés en emplois normaux, et tout ça. Alors évidemment, il faut le démarrer, il faut le poursuivre, ça demande une dizaine d'années, mais si on est confiant, c'est possible. Alors quel sera le gouvernement qui va mettre en place des mesures comme ça? Face à l'hostilité des syndicats, face à l'hostilité du grand public qui pense tout de suite que ça va être moins de services publics si on diminue le nombre de fonctionnaires, alors qu'en fait, il n'y a pas de liaison entre les deux. Les Allemands ont 2 fois moins de fonctionnaires que nous pour 1000 habitants et ils ont des services publics. Il y a des juges, il y a des prisons, il y a des gendarmes, il y a... Bon, donc on n'est pas sur une bonne trajectoire quand on dit qu'il faut faire des réductions comme ça de 10 milliards qu'on va retirer sur les entreprises. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le mammouth social et le mammouth de la fonction publique. Comment on peut le faire travailler mieux? Donc, les dépenses. Autre poids qui rentre dans les dépenses, hein, c'est le coût de la dette, ce qui va nous permettre de faire la jonction entre les deux sujets. Donc on a quand même un coût de la dette qui est relativement élevé, mais dont on parle qui va doubler dans les 4-5 prochaines années. Donc du fait de Oui, l'augmentation. là, les projections me semblent fantaisistes, hein, me semblent vraiment fantaisistes. On va avoir une baisse des taux. La BCE va, avant la Réserve fédérale américaine, baisser avant la fin de l'année les taux directeurs. Et donc, automatiquement, les États emprunteurs, comme l'État français, vont voir les taux à 10 ans, 20 ans, etc., diminuer. Donc, la charge de la dette à déficit constant ne va plus augmenter aussi vite que ça. Enfin, Sauf si sauf le qu'on déficit... passe de 0%, on était sur un coût pratiquement à 0% sur les emprunts Ouais, des dernières 1% années, quand même. Ouais. entre 0 et 1, et 1%. on est à 3. Et là, on est à 3, donc forcément, ça va augmenter le Ça a coût. augmenté, c'est ce qui a fait le Mm. dérapage. On est passé de 45 à 52, Mais tout le stock va 53. changer, donc au fur et à mesure Oui, de... mais le stock, encore une fois, le flux de nouveaux emprunts, c'est à peu près en ce moment 13 milliards d'euros par mois. On voit Ce- défiler derrière nous justement la dette là, qui n'en finit pas qui n'en oui, finit pas d'augmenter. sur ces 13 milliards, on en rembourse à peu près 7 qui arrivent à échéance. Donc en ce moment, en 2024, on rembourse en grande majorité des OAT qui ont été émises entre 2012 et 2016, puisqu'on a une maturation de la dette française qui est de l'ordre de 8-9 ans. Donc on n'a pas de mur de la dette. L'agence France Trésor fait très bien son travail, c'est-à-dire si elle est obligée d'emprunter plus en ce moment, elle étale les échéances sur des périodes plus longues pour ne pas qu'on se retrouve en 2030 avec un remboursement extraordinaire. Donc les 285 milliards qui sont prévus d'emprunter cette année vont pouvoir être empruntés sans problème. Absolument, puisque à chaque fois, donc les investisseurs qui ont acheté les anciennes obligations, quand on leur rembourse, remettent au pot. Donc tous les 15 jours, ils ont à peu près 7 milliards qu'on leur donne, qui sont soit des remboursements d'obligations qui arrivent à échéance, soit les intérêts qui tombent pour ce qu'ils gardent. Bah, ces 7 milliards, ils les remettent automatiquement. C'est pour ça qu'on a un taux de couverture des émissions de l'agence France Trésor qui est très confortable. Si les investisseurs avaient peur de la dette française, ils ne se précipiteraient pas tous les 15 jours, lorsque l'agence France Trésor émet ses OAT, pour en demander 3 fois plus que ce que l'agence France Trésor va émettre. Elle en émet, alors avant elle en émettait à peu près 10 Oui, milliards tous les 15 jours, maintenant on est plutôt à 13. oui, Ok, c'est mais normal parce qu'il y a à la fois donc bon, toujours ce mais déficit qui lui est face à important. Donc cette il faut offre bien. de 13 milliards d'OAT qu'on va vendre aux investisseurs, les investisseurs en demandent 30 milliards. Et c'est qui Donc, ces alors, investisseurs bon, donc alors les investisseurs, c'est d'abord les banques françaises, mhm. c'est les OPCVM français, les particuliers français, puisque les particuliers ont accès aussi aux OAT. Et puis plus de la moitié de ces investisseurs sont des non-résidents, c'est-à-dire des étrangers, c'est-à-dire des Japonais, des Allemands, des Suisses, des Américains, des Qui nous font Canadiens, confiance. qui trouvent que la dette française, c'est une dette qui n'a jamais fait défaut depuis Napoléon.
Donc même pendant la période de l'État français, lorsqu'on était occupé par les Allemands, ben, on a payé la dette, la Banque de France a payé, enfin, il n'y a pas eu d'arrêt. Donc on n'a jamais eu de perte de confiance. On a une note qui n'est que 2A, mais 2A c'est très bon. Il faut voir, l'Italie est à 3B. Donc on est dans les 7 pays du G7, on est le troisième pays par la note. Donc il y a les Allemands, les Canadiens qui ont 3A, et puis on est juste derrière. Donc même si une agence un peu critique comme Fitch va peut-être mettre un petit moins quelque part, je pense, vers la fin de l'année, ça ne va pas changer grand-chose pour les investisseurs. Ils vont dire, bon, bah, elle fait son travail, elle est obligée de montrer qu'il y a quand même une accélération de ce déficit et de cette dette, mais les conditions françaises, l'économie française a tout à fait les moyens de payer 50 milliards de services de la dette tous les ans. Donc pour vous, pas d'inquiétude, le Donc, déficit, on pas doit pouvoir d'inquiétude, pas de l'améliorer? choc brutal, mais une pente qu'il faut absolument interrompre. Une pente savonneuse sur laquelle on est depuis plusieurs présidents et qu'il faudrait interrompre, mais qui ne va pas en quelques semaines devenir dramatique. Le problème qu'on crée, c'est le problème pour nos petits-enfants. Voilà, c'est ça qui quand même inquiète les Français. C'est un peu la conclusion, parce que les Français sont inquiets quand même de cette dette qu'on Oui, laisse mais on ne leur justement aux raconte générations pas futures. comment elle fonctionne, on ne leur raconte pas qu'il ne s'agit pas de rembourser les 3 000 milliards dans les 15 jours. Heureusement, On oui. est bien d'accord, on en rembourse chaque année 150 milliards, à peu près la même quantité que le déficit, hein. On Mm. a 300 milliards à emprunter, 150 pour le déficit, 150 pour les remboursements. Les dépenses sont plutôt des dépenses de fonctionnement et pas des dépenses d'investissement, ce qui aurait été plutôt une bonne chose. Et donc, c'est normal que les Français aient un petit peu peur. Oui, mais ils sont un peu hypocrites parce que les dépenses de fonctionnement, ils les aiment bien. La prime de rentrée, les cadeaux qu'on fait à Noël, etc. Ils sont très contents de les avoir. Donc il y a un peu d'hypocrisie en critiquant le gouvernement alors que c'est eux qui demandent à ce qu'il y ait gratuité dans des tas d'endroits. Donc je suis... bon, effectivement, ils ont peur pour l'avenir. C'est sûr que les Français se demandent comment les systèmes continueront à être financés, les retraites, etc. Mais en même temps, ils sont responsables puisqu'ils demandent toujours plus en ce qui concerne les avantages sociaux, les protections, etc.